Lecture audio du conte Le Maître voleur de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Un jour, un vieil homme pauvre était assis avec sa femme devant une misérable maison, pour se reposer un peu après leur travail. Arriva soudain un magnifique carrosse attelé de 4 chevaux noirs, et duquel descendit un monsieur richement vêtu. Le paysan se leva, s'approcha du monsieur, et lui demanda quel était son désir, et en quoi il pouvait lui être utile. L'étranger tendit la main au vieil homme et lui dit « Tout ce que je souhaite, c'est manger. Une fois un plat de la campagne. Préparez-moi des pommes de terre comme vous avez l'habitude de les manger, et je prendrai alors place à votre table et je les mangerai avec plaisir. » « Vous êtes un comte ou un prince, ou peut-être même un duc? Les messieurs distingués ont parfois de telles envies, dit le paysan en souriant, mais votre souhait sera exaucé. » Sa femme se rendit dans la cuisine et se mit à laver et à éplucher des pommes de terre pour en préparer des boulettes, comme celles que mangent les paysans. Tandis qu'elle était occupée à son travail, le paysan dit à l'étranger « En attendant, venez avec moi dans mon jardin, où j'ai encore à faire. » Il avait creusé des trous dans son jardin et s'apprêtait à y planter des arbres. « N'avez-vous donc pas d'enfant pour vous aider dans votre travail » demanda l'étranger. « Non, répondit le paysan. « Certes, j'ai eu un fils, mais il est parti depuis bien longtemps, de par le vaste monde. C'est un garçon qui a mal tourné. Il était intelligent et astucieux, mais il ne voulait rien apprendre et ne faisait que jouer de méchants tours. Il a fini par s'enfuir, et depuis je n'ai plus entendu parler de lui. » Le vieil homme prit un petit arbrisseau, le plaça dans le trou et planta un pieu à côté. Et quand il eut rempli le trou de terre et qu'il eut bien tassé celle-ci, il attacha soigneusement le tronc de l'arbre au pieu avec une corde de paille, en bas, en haut et au milieu. « Mais dites-moi, reprit le monsieur, pourquoi n'attachez-vous pas à un poteau comme celui-ci l'arbre tordu et noueux qui se trouve dans le coin là-bas, et qui est presque couché par terre pour le faire pousser droit ?»« Monsieur, vous parlez comme vous l'entendez, » répondit le vieil homme avec un sourire. « On voit bien que vous ne vous êtes jamais occupé de jardinage. Cet arbre là-bas est vieux et rabougri, et personne ne peut plus le redresser. Il faut palisser les arbres tant qu'ils sont jeunes. »« C'est comme pour votre fils, » dit l'étranger. « Si vous l'aviez dressé quand il était encore jeune, il ne se serait pas enfui. À présent, lui aussi doit être devenu dur et retors. »« Certes, » répondit le vieil homme, « cela fait maintenant longtemps qu'il est parti. Il aura bien changé. » « Pourriez-vous encore le reconnaître s'il se présentait devant vous » demanda l'étranger. « À son visage, ce serait difficile, » répondit le paysan, « mais il a une marque sur son cou, une envie qui est située sur l'épaule et qui ressemble à un haricot. » À ces mots du vieil homme, l'étranger enleva son habit pour dénuder son épaule et montra le haricot au paysan. « Mon Dieu » s'écria le vieillard, « tu es bien mon fils ?» Et l'amour pour son enfant se réveilla dans son cœur. « Mais comment est-il possible que tu sois mon fils » ajouta-t-il. « Tu es devenu un grand monsieur qui vit dans la richesse et l'opulence. Par quel chemin y es-tu parvenu ?»« Ah, mon père, » répondit son fils, « le jeune arbre n'était pas attaché à un pieu, et il a grandi de travers. À présent il est trop vieux, et il ne se redressera plus. Comment je me suis procuré tout cela? Je suis devenu voleur. Mais ne vous effrayez pas, je suis un maître voleur. Pour moi il n'existe ni serrure ni verrou. Si j'ai envie d'une chose, elle est à moi. N'allez pas croire que je vole comme un voleur ordinaire. Je ne me sers que dans ce que les riches ont en trop. Les pauvres gens n'ont rien à craindre. Je préfère leur donner plutôt que de leur prendre. Et de la même façon, ce que je peux obtenir sans effort, sans ruse et sans adresse, je n'y touche pas. »« Ah, mon fils, lui dit son père, tout de même, cela ne me plaît pas. Un voleur reste un voleur. Cela finira mal, je te le dis. » Le paysan le conduisit auprès de sa mère, et quand celle-ci entendit que c'était son fils, elle versa des larmes de joie. Mais quand il lui apprit qu'il était devenu maître voleur, ce sont 2 torrents de larmes qui coulèrent sur ses joues. La mère dit finalement « Quand bien même il est devenu voleur, il n'en est pas moins mon fils, et mes yeux l'auront revu encore une fois. » Ils s'installèrent à table, et le maître voleur mangea avec ses parents cette nourriture simple qu'on ne lui avait pas servie depuis longtemps. Son père lui dit « Si notre seigneur, le comte du château d'en face, apprend qui tu es et ce que tu fais,
Il ne te prendra pas dans ses bras pour te bercer, comme il le faisait à l'époque où il t'a porté sur les fonts baptismaux. Il te fera plutôt te balancer au bout d'une corde de potence. Soyez sans crainte, mon père. Il ne me fera rien, car je connais mon métier. Je vais me rendre chez lui aujourd'hui même. Quand le soir approcha, le maître voleur prit place dans son carrosse et partit en direction du château. Le comte le reçut avec gentillesse, parce qu'il le prenait pour un homme distingué. Mais lorsque l'étranger se fit reconnaître, le comte pâlit et resta silencieux un moment. Finalement, il parla ainsi. « Tu es mon filleul, c'est pourquoi je vais user de clémence et être indulgente à ton égard. Puisque tu te vantes d'être un maître voleur, je vais mettre ton art à l'épreuve. Mais si tu échoues, tu épouseras la fille du cordier, et tu auras pour marche nuptiale le croassement des corbeaux. »« Comte, répondit le maître voleur, imaginez 3 épreuves aussi difficiles que vous le voulez, et si je ne parviens pas à triompher de cette tâche, vous ferez de moi ce qu'il vous plaira. » Le comte réfléchit quelques instants, puis il dit « Très bien, tu devras tout d'abord me voler mon cheval personnel qui est à l'écurie. Ensuite, tu devras nous dérober à mon épouse et à moi notre drap pendant que nous serons allongés dessus, sans que nous nous en rendions compte, et en plus tu devras ôter l'alliance que mon épouse porte à son doigt. Et enfin tu devras enlever le pasteur et le sacristain pendant qu'ils se trouvent dans l'église. Retiens bien tout cela, car il y va de ta vie. » Le maître voleur se rendit à la ville voisine. Là-bas, il acheta à une vieille paysanne les habits qu'elle portait et les enfila. Puis il se barbouilla le visage en marron, et en plus, il dessina des rides, si bien que personne n'eût pu le reconnaître. Enfin, il remplit un tonnelet avec du vieux vin de Hongrie auquel était mélangé un puissant somnifère. Il plaça le tonnelet dans une hotte, qu'il prit sur son dos. Puis il se dirigea d'un pas mesuré et titubant vers le château du comte. Il faisait déjà nuit quand il arriva là-bas. Le maître voleur s'installa dans la cour, sur une pierre, se mit à tousser comme une vieille femme phtisique, en se frottant les mains comme s'il avait froid. Des soldats étaient allongés autour d'un feu de camp devant la porte de l'écurie. L'un d'eux remarqua la vieille femme et l'interpella. « Approche-toi, grand-mère, et viens te réchauffer avec nous. Pour sûr, tu n'as pas de toit pour la nuit, et tu dois accepter celui que tu trouves, n'est-ce pas ?» La vieille s'approcha à petits pas, demanda qu'on lui enlève la hotte qu'elle portait dans le dos, puis elle s'assit près du feu avec les soldats. « Qu'as-tu donc dans ton tonnelet, vieille toupie » demanda l'un d'eux. « Une bonne lampée de vin, répondit-elle. Je vis de mon commerce, pour de l'argent et des bonnes paroles, je vous en servirai volontiers un verre. »« Par ici le vin, dit le soldat, et quand il en eut goûté un verre, il s'écria. Quand le vin est bon, j'en boirai bien un verre de plus. Il se fit resservir, et les autres l'imitèrent. Holà, camarade, il y a là une grand-mère qui a un vin aussi vieux qu'elle, cria-t-il à ceux qui se trouvaient dans l'écurie. Prenez-en une gorgée, vous aussi, cela vous réchauffera l'estomac encore mieux que notre feu. La vieille porta son tonnelet dans l'écurie. L'un des soldats était assis sur le cheval personnel du comte, un autre le tenait par la bride et un troisième par la queue. La vieille leur en servit à boire autant qu'ils le lui en demandèrent, jusqu'à ce que la source se tarisse. Peu de temps après, l'un des soldats lâcha la bride du cheval, glissa à terre et se mit à ronfler. L'autre laissa échapper la queue du cheval, s'allongea et se mit à ronfler encore plus fort que le premier. Celui qui était en selle resta assis, mais il se pencha jusqu'à ce que sa tête vienne presque toucher l'encolure du cheval. Il dormait et soufflait par la bouche aussi fort qu'un soufflet de forge. Les soldats qui se trouvaient dans la cour s'étaient endormis depuis belle lurette. Ils étaient allongés par terre et bougeaient aussi peu que s'ils eussent été faits de pierre. Voyant qu'il avait réussi, le maître voleur mit une corde à la place de la bride dans la main de l'un des soldats. Celui qui avait tenu la queue du cheval, il lui mit dans la main un bouchon de paille. Mais que pouvait-il bien faire de celui qui était monté sur le cheval? Il ne pouvait le jeter à terre, car le soldat aurait pu se réveiller et se mettre à crier. Le maître voleur eut cependant une idée. Il détacha la sangle de la selle, attacha à celle-ci quelques cordes qui étaient accrochées à des anneaux fixés dans le mur, et hissa en l'air avec la selle le cavalier endormi. Puis il entoura les cordes autour du pilier et les serra. Il eut vite fait de détacher l'animal de la chaîne, mais s'il avait traversé à cheval la cour pavée du château, le bruit se serait entendu à l'intérieur. Il enveloppa donc tout d'abord les sabots du cheval avec de vieux chiffons,
puis il le fit sortir en silence avant de sauter sur son dos et de s'éloigner à toute allure. Lorsque le jour fut levé, le maître voleur, montant le cheval qu'il avait volé, partit au galop en direction du château. Le comte venait de se lever et regardait par la fenêtre. « Bonjour, comte !» cria le maître voleur dans sa direction. « Voilà le cheval que j'ai réussi à sortir de l'écurie. Regardez donc comme vos soldats sont bien allongés là, en train de dormir. Et si vous voulez bien aller à l'écurie, vous verrez comme vos gardiens se sont confortablement installés. » Le comte ne put s'empêcher de rire, puis il dit « Tu as réussi une fois, mais cela ne se passera pas aussi bien la deuxième fois. Je te préviens, si je te rencontre dans tes habits de voleur, alors je te traiterai moi aussi comme un voleur. » Le soir, quand la comtesse se coucha, elle ferma bien fort la main à laquelle elle portait son alliance, et le comte lui dit « Toutes les portes sont fermées et verrouillées, et je resterai éveillé pour attendre le voleur. S'il entre par la fenêtre, je l'abattrai d'un coup de pistolet. » Le maître voleur sortit dans l'obscurité et se rendit à la potence, d'où il décrocha un pauvre pêcheur qui l'hissa sur son dos pour le porter au château. Là-bas, il plaça une échelle en bas de la fenêtre de la chambre à coucher, installa le mort sur ses épaules et se mit à monter. Lorsqu'il fut parvenu suffisamment haut pour que la tête du défunt apparaisse dans l'embrasure de la fenêtre, le comte qui montait la garde dans son lit lui tira un coup de pistolet. Le maître voleur laissa aussitôt tomber le pauvre pêcheur, sauta lui-même en bas de l'échelle et se cacha dans un coin. La lumière de la lune rendait la nuit si claire qu'il put parfaitement voir le comte sortir par la fenêtre, descendre le long de l'échelle et emporter le mort dans le jardin. Une fois là-bas, il se mit à creuser un trou pour l'y enterrer. « À présent, c'est le bon moment, » se dit le voleur. Il se glissa lestement hors de sa cachette et escalada l'échelle pour aller tout droit dans la chambre à coucher de la comtesse. « Ma chère femme, dit-il en imitant la voix du comte, le voleur est mort, mais c'était tout de même mon filleul, et c'était plutôt un fripon qu'un méchant homme. Je ne veux pas le livrer à l'opprobre, et j'ai aussi pitié de ses pauvres parents. Je vais donc l'enterrer moi-même dans le jardin pour le lever du jour, pour que l'affaire ne s'ébruite pas. Donne-moi donc le drap, j'y envelopperai le cadavre et je l'enterrerai comme un chien. » La comtesse lui donna le drap. « Tiens, poursuivit le voleur, je me sens pris d'un accès de générosité. Donne-moi aussi ton alliance. Le malheureux a risqué sa vie pour la prendre. Qu'il l'emporte donc avec lui dans sa tombe. » La comtesse ne voulait pas contrarier son mari, et même si elle le faisait à contre-cœur, elle ôta son alliance de son doigt et la lui tendit. Le voleur décampa avec les deux objets et parvint à rentrer chez lui avant que le comte eût terminé son travail de fossoyeur. Le comte fit une tête longue comme un jour sans pain, lorsque le lendemain matin le maître voleur se présenta en lui apportant le drap et l'alliance. « Es-tu sorcier ?» lui dit-il. « Qui t'a sorti de la tombe dans laquelle je t'ai allongé de mes propres mains et qui t'a ressuscité ?»« Ce n'est pas moi que vous avez enterré, mais le pauvre pêcheur de la potence, » lui répondit le voleur. Et il lui raconta par le menu comment les choses s'étaient passées, à la suite de quoi le comte fut bien obligé d'admettre qu'il était un voleur intelligent et rusé. « Mais ce n'est pas fini, ajouta-t-il. Tu dois encore venir à bout de la troisième tâche, et si tu n'y parviens pas, tout cela ne t'aura servi à rien. » Le maître voleur sourit et ne répondit pas. Lorsque la nuit fut tombée, il se dirigea vers l'église du village, avec un long sac sur le dos, un petit paquet sous le bras et une lanterne à la main. Dans son sac, il avait des écrevisses, et dans le paquet des petites bougies. Il s'installa sur le champ des morts, sortit une écrevisse du sac et lui colla une petite bougie sur le dos. Puis il alluma la bougie, posa l'écrevisse par terre et la laissa ramper. Il en sortit une deuxième du sac, lui fit subir le même sort, et continua jusqu'à ce qu'il ait sorti la dernière. Il enfila ensuite un long habit noir, qui ressemblait à un froc de moine, puis il colla une barbe grise sur son menton. Lorsqu'il se fut enfin rendu absolument méconnaissable, il prit le sac dans lequel il avait transporté les écrevisses, entra dans l'église et monta en chaire. Le clocher sonnait justement minuit. Lorsque le dernier coup eut retenti, le maître voleur s'écria d'une voix forte et perçante « Oyez, pécheurs que vous êtes, la fin de toutes les choses est venue. Le jugement dernier est proche. Oyez, oyez, que ceux qui veulent aller au paradis avec moi entrent dans ce sac. Je suis Saint Pierre qui ouvre et qui ferme la porte du ciel. Voyez, les défunts errent dehors dans le champ des morts et ramassent leurs ossements.
Venez, venez, et entrez dans mon sac, c'est la fin du monde. Son cri retentit dans tout le village. Le pasteur et le sacristain qui habitaient le plus près de l'église furent les premiers à l'entendre, et à la vue des lumières qui erraient dans le champ des morts, ils comprirent qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire, et entrèrent dans l'église. Ils écoutèrent le sermon pendant un moment, puis le sacristain donna un coup de coude au pasteur et lui dit « Ce ne serait pas mal de profiter de l'occasion pour aller au ciel ensemble, et facilement avant le jugement dernier. » « Certes, répondit le pasteur, j'y pensais justement moi aussi. Mettons-nous en route, si le cœur vous en dit. Oui, répondit le sacristain, mais vous, monsieur le pasteur, vous avez la priorité, je vous suis. Le pasteur s'avança en premier et monta en haut de la chaire, où le maître voleur ouvrit son sac devant lui. Le pasteur y entra en rampant, suivi par le sacristain. Le maître voleur noua aussitôt le sac, le saisit par le nœud et descendit de la chaire en le traînant derrière lui. Chaque fois que les têtes des deux fous heurtaient les marches de l'escalier, il leur disait « Voilà que nous franchissons déjà les montagnes !» Puis il les traîna derrière lui ainsi, à travers tout le village, et quand ils passaient dans des flaques, il leur disait « Voilà que nous traversons déjà les nuages humides !» Enfin, lorsqu'il les hissa en haut de l'escalier du château, il leur dit « Nous voilà maintenant dans l'escalier qui mène au ciel, et nous serons bientôt dans le vestibule. » Une fois en haut, il poussa le sac dans le pigeonnier, et quand les pigeons se mirent à battre des ailes, il dit « Entendez-vous les anges qui se réjouissent et qui battent des ailes ?» Puis il poussa le verrou et partit. Le lendemain matin, il se rendit chez le comte, et lui dit qu'il était également venu à bout de la troisième épreuve en enlevant le pasteur et le sacristain pendant qu'ils se trouvaient dans l'église. « Où les as-tu laissés » demanda le seigneur. « Ils sont dans un sac en haut, dans le pigeonnier, et ils se croient au ciel. » Le comte monta en personne au pigeonnier pour s'assurer que le voleur lui avait dit la vérité. Quand il eut libéré le pasteur et le sacristain de leur prison, il dit au maître voleur « Tu es un voleur invétéré et tu as gagné ton affaire. Cette fois, tu t'en tireras sain et sauf, mais débrouille-toi pour quitter mes terres, car si tu t'y montres de nouveau, on t'élèvera jusqu'au gibet, tu peux compter là-dessus. » Le voleur invétéré dit adieu à ses parents, repartit dans le vaste monde, et plus personne n'entendit jamais parler de lui. Fin de la lecture du conte Le Maître voleur. Merci de votre écoute, je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.